retrouve nos invités. On parlait de l'amunissement qui reprend ses vols après une semaine de suspension aux Russes. Donc, Ovi, on a entendu tout à l'heure les arguments de l'amunissement. Est-ce que vous pensez que ce sont les vraies raisons? J'ai posé cette question tout à l'heure à Constant Lemou. Bon, je pense que les acteurs se sont très vite rendus compte que on était dans une impasse et que les décisions qui avaient été prises étaient très impopulaires. Quand on se réclame d'une mission de l'ONU qui est censée être l'incarnation même des peuples, on ne peut se permettre de se mettre les peuples à dos, alors même que l'on prétend chasser des envahisseurs au sein de cette même population. Donc je pense que la MINUSMA, à un moment, je pense au sein de certaines instances, elle a tôt fait de revoir son mode de procéder, parce que le problème avec les missions de l'ONU, c'est qu'elles sont de façon récurrente contestées. On a eu des missions de l'ONU contestées à Haïti. Ce sont elles qui ont amené le choléra. On a eu des missions de l'ONU contestées au Congo, en RDC. Jusqu'à présent, ça crée un problème. Il y a des populations qui demandent carrément le départ de ces troupes-là. On a eu des missions de l'ONU contestées en RCA. Ouais. Donc, de façon récurrente, ces missions sont contestées parce qu'à un moment, les populations voient des acteurs débarquer avec de la logistique, avec de l'armement et ainsi de suite. Mais cela n'empêche pas qu'elles soient soit attaquées ou qu'elles soient spoliées. Alors, ajouter aux missions qui sont déjà contestées au sein de plusieurs États, ajouter la mission de la MINUSMA au panier, au panier des mécontentements, ben, il n'y a de cela qu'un pas. Donc, je pense que la MINUSMA y pense. Parce que une population qui ne vous veut pas sur son territoire, comment est-ce que vous faisiez? Comment vous prétendez sauver quelqu'un qui vous récuse même l'autorité de pouvoir, disons, la capacité de pouvoir le sauver? Maintenant, ceci étant dit, je pense que le problème malien, et Choguel Maïga dit quelque chose de pertinent. Quand il dit le Mali, ce qui se trame au Mali, c'est ce qui se trame en Afrique, donc il faut régler le problème malien, c'est de régler le problème africain. C'est que pour moi, les acteurs africains, de quel pays que ce soit, sont à un Rubicon. Ils sont à un tournant de l'histoire. Et un tournant de l'histoire, pourquoi? Parce que on a tôt fait d'accuser les autres. On accuse beaucoup les autres, effectivement. Il y a eu une relation de prédation, une relation violente avec les Occidentaux. Mais il faut avoir en face notre propre histoire. Celle qui est d'avoir accepté de trahir les nôtres pour pactiser avec un envahisseur. Et quand vous voyez l'histoire des résistances africaines, c'est l'histoire de cela. C'est l'histoire de frères que l'on monte les uns contre les autres pour pouvoir conquérir le territoire. Actuellement, le Mali est sous sanction grâce à des frères africains. Et justement, les populations africaines ne veulent pas être complices de cela. L'histoire de l'Afrique, c'est cela. Moi, j'ai la chance de corriger un certain nombre d'ouvrages de professeurs chinois. Et ce qui m'a choqué dans l'histoire de l'Asie, et notamment de la Chine, c'est la capacité des Chinois de surseoir à leurs litiges pour s'allier pour une cause commune. On ne raconte pas que Chiang Kai-shek et le PC chinois, le Parti communiste chinois de Mao Tse-tung, se sont alliés pour chasser les Japonais. On n'en parle pas. Ils se sont alliés. Ils ont accepté l'aide des Occidentaux qui était, comment dirais-je, si vous voulez, humiliante. Ils n'ont rien dit. Ils ont chassé les Japonais. Et ensuite, ils ont chassé les Occidentaux. On n'en parle pas. Et malheureusement, au niveau du continent africain, lorsque vous voyez la plupart de l'histoire de nos pays, de nos populations, l'installation du colon a été réussi parce que, au sein de nos populations, on a usé de division. On a préféré s'allier avec celui qui envahissait au lieu de faire bloc avec le frère qui était à côté. Et vous allez retrouver les histoires de Samori, les histoires de Béranzin, les histoires du roi Tofa, ceux qui ont été déportés comme Tchekamidou Bamba. Il y a des histoires récentes même, voilà. Donc, des assassinats. Pour moi, l'Afrique a un Rubicon. Il est au Rubicon. Il est à ce Rubicon-là, c'est celui de savoir est-ce que je me sens, moi par exemple, qui suis au Togo, plus togolais qu'africain. Est-ce que pour moi le Malien est un frère? Si le Malien est un frère, je soutiendrai le Mali. Si le Malien est un frère,
je peux concevoir d'aller manifester à Bamako pour sa lutte. Je peux concevoir que le Malien vienne manifester à Lomé pour ma lutte. Je peux concevoir que moi et le Malien puissions aller à Abidjan pour nous soutenir pour une lutte. Et quand on arrive à ce niveau-là, donc on comprend que non, que on peut relever les défis de l'éducation, les défis de la sécurité. On peut, à partir de ce moment-là, concevoir que l'armée malienne et l'armée burkinabé soient alliées pour chasser les djihadistes. Que l'armée mauritanienne ne soit plus une armée considérée comme une armée étrangère parce qu'elle vient poursuivre les bases des djihadistes au sein du Mali. On peut concevoir que non, que l'armée du Bénin se sente en sécurité parce que demain, le président Talon peut téléphoner et appeler les autres armées à sa rescousse. Les gens ont posé la question de savoir pourquoi, lors de l'envahissement du Mali, il n'y avait pas une force sous-régionale constituée d'armées africaines avec un état-major africain au secours du Mali. On a dû appeler l'autre. Comme pour la Libye, on est obligé de, comment dirais-je, traiter le problème libyen à Berlin. Comme le Tchad, où pour avaliser un président, moi je trouve qu'il y a de la justesse dans ce que Constant Lemou a dit. La sœur dit. C'est le président Macron qui est arrivé en N'Djamena. Il faut voir la symbolique. Il y avait ses frères, il y avait les présidents africains aussi. Félix Tshisekedi était là. Il n'est pas avalisé par un collège de chefs d'État africains. Une décision que prendra acte les autres de l'extérieur. Non. Il est avalisé par un chef d'État occidental, en l'occurrence le président Macron qui est français. Et le fait d'être avalisé par ce président-là, il se retrouve adoubé par les autres présidents africains. Et j'ai l'impression qu'au sein des présidents africains, au sein de leurs cellules de communication, ils ne voyaient pas à quel point, de jour en jour, de mois en mois, leur légitimité est égratignée. Et le président Macron, lorsqu'il intervient en Afrique, lorsqu'il fait son chemin de Montpellier, participe justement à l'image d'illégitimité de nos chefs d'État. Et ça m'étonne qu'ils ne le comprennent pas. Parce que déjà, on en vient à des sommets où on ne vous invite même plus. On en vient même à des visites chez vous où on vous outrepasse pour communiquer avec la jeunesse dynamique qui va prendre les rênes de votre État. Et c'est dommage quand la population se rend compte que, en réalité, on a baissé si vous voulez, le voile qu'il y avait devant nos chefs d'État pour montrer la splendeur de leur dignité. Madame, vous voulez ajouter quelque chose et on passe au Togo. C'est pour dire que nos chefs d'État savent pertinemment qu'ils ont perdu quand même leur légitimité. Parce que face à leur population, parce que une décision qu'a prise la France, les sanctions et que la France a prises et leur a dicté. Parce qu'on l'avait dit déjà tantôt que... Au même moment, madame, il n'y a pas eu de mobilisation. Vous vous basez sur quel baromètre pour savoir que ces populations ne sont pas contentes contre les décisions de la CEDEAO? C'est vrai qu'il y a eu des sorties sur les réseaux sociaux et autres, mais tout le monde n'est pas connecté. Tout le monde ne peut pas donner son avis par le truchement des réseaux sociaux. Mais ça se voit même, ça se dit partout. Ça se dit partout, ça se voit. Parce que c'est trop là. C'est trop. C'est trop. Oui, c'est trop. Parce que nos chefs d'État savent très bien. Parce que c'est la France qui les a placés là. Ils n'ont rien à contredire de ce que la... Voilà. Et ils le savent très bien. Mais ils peuvent quoi? Mais certains ont fait semblant de ne pas être là, de faire après, de ne pas fermer les frontières avec... Ils sont occupés. Bon, mais moi, je dis quand vous envoyez quelqu'un, ce n'est pas grave. Ça veut dire que vous acceptez ce qui se fait. Ce n'est pas grave, mais il fallait réagir. Il ne peut pas être occupé parce que Constant a dit une phrase qui était très importante, c'est l'interpénétration de nos économies. Oui. On la banalise, mais c'est une vérité. Oui. La vérité, c'est que le Togo, actuellement, par exemple, les tomates que vous avez, ça vient du Niger. On subit déjà le coup. Les Togolais, et vous avez des Togolais qui se lèvent chaque matin pour aller travailler à Accra, pour aller travailler à Cotonou et qui reviennent. Donc, c'est illusoire de penser que, actuellement, sur le territoire africain, un seul pays peut prétendre se développer économiquement. C'est faux. Donc, enlever le Mali, c'est pas que les bœufs, c'est un territoire géostratégique important. Constant, vous voulez ajouter quelque chose? On a encore 19 minutes pour le Togo. C'est peu de temps. Merci. Pour parler de votre pays. En fait, je ne parle pas du Togo pour le moment, même si
Je parle de mon président et son rôle très important au sein de la CEDEAO. Et il a été à Bamako. Pour le dénouement, de la crise malienne, je pense que le moment est venu pour que ce jeune doyen des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest joue sa partition. Il est temps qu'il prenne son bâton de pèlerin et qu'il joue son rôle. Vous avez parlé des réseaux sociaux. Aujourd'hui, tous les grands messages passent sur Twitter, sur WhatsApp, bon, pratiquement sur les réseaux sociaux, à défaut d'organiser une consultation référendaire, à défaut d'organiser des manifestations dans chaque pays, eh bien, les réseaux sociaux disent déjà ce que l'opinion exprime ou ce que l'opinion pense. C'est très fondamental. Et je suis sûr qu'au-delà des relations personnelles qui puissent justifier la présence de notre président au Mali, je pense que son passage ne passera pas inaperçu par rapport à la crise que traverse notre pays frère, le Mali. Et je répète, le rôle de doyen des chefs d'État qui lui revient. Et je suis sûr qu'il en est quelque chose pour la reprise des missions aériennes du MINUSMA. Je suis sûr qu'il y aura des discussions qui vont s'ouvrir ou qui s'ouvrent déjà pour que le Mali retrouve la paix. La paix au Mali donne la paix dans la sous-région, dans les pays limitrophes et au-delà. Je répète, le djihadisme a commencé au Mali, mais le Togo est touché, la Côte d'Ivoire est touchée, le Bénin est touché. Personne ne peut se sentir indifférent. Et même, je me souviens du message du président lorsque les Togolais sont tombés au Mali sur une mine. On ne reculera jamais devant l'extrémisme violent, aveugle. Il s'agit de passer à l'offensive contre la menace qui déstabilise le pouvoir malien et qui risque de déstabiliser la paix dans la sous-région plutôt que de se focaliser sur les autorités maliennes qui ne cherchent qu'à restaurer la paix et la stabilité, l'épanouissement du peuple malien et partant de l'ensemble des peuples de la sous-région. Vous avez bien fait la transition puisque vous parlez du président togolais. On va parler de son pays il y a 9 ans au Togo, les 9 et 12 janvier 2013. Les deux grands marchés publics de Kara et de Lomé prenaient feu. Des incendies criminels, disaient à l'époque les autorités. Plusieurs membres du collectif Sauvons le Togo sont alors interpellés à la demande de Lomé. La France envoie 2 experts de la police scientifique, mais leur rapport n'a jamais été rendu public. À ce jour, aucune responsabilité n'a été établie. Alors, Madame Adanou, où est l'enquête actuellement? Où en est l'enquête actuellement? On se pose tous cette question. Où en sommes-nous exactement par rapport à ces incendies de Kara et de Lomé? Bon, les experts de la France étaient arrivés, les enquêtes ont été menées et remises au chef de l'État. Jusqu'ici, on ne connaît pas les contenus. Qui sont les coupables? On a accusé d'autres, on a emprisonné même certains. Même il y a eu un décès au sein de l'ANC et par rapport à ces incarcérations. Mais où en sommes-nous? Il y a beaucoup, ceux qui étaient emprisonnés, ils sont encore sous la sanction juridique. C'est seulement pour M. Jean-Pierre Fabre, je crois, que ça a été, voilà, le leader de l'ANC, que ça a été levé. Mais pour les autres, jusqu'ici, qu'est-ce qui est fait, même pour ceux qui sont victimes de ces incendies-là, qu'est-ce qu'on leur fait, qu'est-ce qu'on leur a fait jusqu'ici? On a vu tout ce qui s'est passé avec ces commerçants du Grand Lomé et du Grand Marché de Lomé et de Kara. Mais qu'est-ce qui se passe? On se demande, mais est-ce que l'État en sait quelque chose? Mais les contenus, c'est lui qui l'a. Mais est-ce qu'il y a quelque chose là qui cloche? Mais on se le demande aussi. Donc, je crois qu'il faut que l'État nous situe et puis situe aussi les gens par rapport à ce crime-là.
Parce que je crois que ça a été intentionnel quand même, par rapport à tout ce qui se fait, à tout ce qu'on voit, ça a été intentionnel. Il faut que les responsabilités soient situées et que les intéressés répondent quand même de ce crime-là. Alors Constant Lemou, où en sommes-nous? Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les interrogations de Madame Adam. Et sans doute les interrogations de nos chers amis, toujours scottiers. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment on peut comprendre cela? Ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans, effectivement, que nos chers commerçants de Lomé et de Kara, les braves dames, les hommes intrépides qui grossissent notre économie, ont été victimes de ces incendies criminels. Ces incendies criminels qui restent encore non élucidés jusqu'à présent. Les enquêtes au niveau national ou international, je veux dire les enquêtes confiées à la France, auraient abouti à des conclusions transmises, qui seraient transmises au président de la République. Bien sûr, il n'y a pas un délai pour publier ces conclusions. Mais 9 ans, c'est trop. Sûrement, il y a des dispositions à prendre avant de publier ces conclusions. Je n'en sais pas grand-chose. Je suis exactement comme tout Togolais qui attend de savoir plus. Et ceux qui ont été incarcérés par les besoins d'enquête, pratiquement, je pense, tout le monde a été élargi, même si certains seraient sous contrôle judiciaire, je ne sais pas. Ça dépend aussi des conclusions qui sont parvenues au niveau du président de la République, tout dépend. Et vous savez bien, nous avons l'impression de savoir, mais très souvent, nous sommes dans le reflet de la réalité et non en face de la réalité. C'est lorsque ces conclusions ou les résultats de ces enquêtes auront révélé les coupables et dispositions seront prises pour dédommager les victimes de ces incendies, si possible dédommager ceux qui ont été injustement incarcérés. C'est en ce moment que tout le monde sera situé. Mais nous sommes dans un fait très important de l'histoire de notre pays, que ce soit l'histoire politique ou l'histoire économique. Souvenons-nous, ces incendies sont arrivés à un moment très sensible de la vie de notre pays. 2013, souvenons-nous, c'était aussi le lendemain du dernier tour de Jéricho. Et cela a pesé, ce dernier tour de Jéricho a pesé lourd dans l'interprétation de ces incendies criminels. Si certains peuvent se détacher de ces incendies ne sauraient se détacher des programmations d'incendie du Togo. Je pense qu'il y a eu un peu d'amalgame ou de confusion à ce niveau-là qui ont été préjudiciables à un certain nombre de Togolais de par leur appartenance politique. Et puis, chaque camp politique a sorti son rapport d'enquête, vous vous souvenez? Oui. Alors, étant dans une situation très embarrassante et le fait criminel économiquement ayant été exploité sur le plan politique, il est aujourd'hui difficile de savoir à vue d'œil ou d'apparence qui est coupable et qui ne l'est pas. C'est aussi difficile pour le chef de l'État de pouvoir parler. C'est pourquoi je dis, nous sommes dans le mythe de la caverne. Nous sommes au fond de la caverne. Seul Platon connaît la vérité. Ça, c'est pure philosophie. Hein. Je me souviens de ma cour. Oris Donkovi, comment est-ce qu'on peut comprendre qu'après 9 ans,
le silence puisse être toujours là. Les Togolais ne comprennent pas. Est-ce que c'est étonnant pour un pays qui est conflictuel, disons, qui a une histoire conflictuelle? Ce n'est pas étonnant. Quand vous prenez... la fois dernière, je discutais avec quelqu'un à l'extérieur et je lui disais que, comment dirais-je, il fallait recueillir les témoignages de tous nos anciens, de quelque bord que ce soit. Pourquoi? Parce que on prétend, on dit à la jeunesse africaine que vous devez vous battre pour l'émancipation et que vous devez construire une nation sans qu'elle puisse s'approprier les fondamentaux qui ont permis l'essor de cette nation-là. Ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait pas d'enquête, ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait pas de rapport parce que notre principal automatisme au Togo est de cacher. Là où, par exemple, je vais donner un exemple en termes d'histoire, en termes de cours, je vais vous donner un exemple. À l'extérieur, par exemple, si je prends par exemple la France, en classe de CE, on étudie Robespierre et la terreur. C'est une situation historique de massacre en France au lendemain de la Révolution française de 1789. Au Togo, nous sommes en 2022. Vous ne verrez pas de cours sur la conférence nationale. Parce que c'est une histoire conflictuelle. Alors que c'est une histoire essentielle pour toute la jeunesse qui vont étudier les sciences politiques, économiques, stratégiques, géostratégiques de la nation pour le Togo de demain. Vous ne verrez pas de cours qui vont parler des coups d'État au Togo, qui vont parler de la gestion de Olympio, qui vont parler des luttes pour l'indépendance du Togo, qui vont parler de tout ce qu'il y a eu comme litige, comme manifestation, comme problème au niveau des enquêtes, au niveau de la loi et tout ça. On ne s'étudie pas. Qui vont aussi parler de la gestion du président Yassine Beyadé. Non, mais tout à fait. Mais il faut ça. Quand vous allez voir les autres en cours, ils vont étudier Napoléon qui a été enfermé et qui a été exilé. Ils vont étudier aux États-Unis Kennedy qui a été assassiné. Ils vont étudier Nixon qui a été démis de ses fonctions et ainsi de suite. Là, par exemple, on a le marché de Lomé. Il ne s'agit pas simplement du marché de Lomé. Il s'agit d'un quartier historique et important dans la construction du Togo. Il s'agit aussi d'un symbole. Il s'agit d'un symbole. On a brûlé ces marchés, on n'a pas fait jusqu'à présent, disons, on n'a pas de retour sur les enquêtes. Les enquêtes qui ont été faites, il a fallu appeler des gens de l'extérieur pour les faire et on n'a toujours pas le compte-rendu de ces enquêtes-là. Les vendeuses, le marché, moi j'ai traîné un peu du côté de marché. Le marché survit grâce à des emprunts. On emprunte, on vend, on rembourse. On emprunte, on vend, on rembourse. On emprunte, on vend, on rembourse. Mais on ne nous a pas dit quelles sont les dispositions pour aider les dames qui ont été spoliées. Maintenant, est-ce que ce marché, les gens qui paient, parce que ce n'est pas gratuit d'être au marché, on paie, est-ce qu'il y a des assurances? Est-ce qu'il y a normalement un jeu? Il ne s'agit pas de faire de la mendicité, parce qu'après que ces dames-là aient vu leur affaire brûler, on les a vues marcher pour demander de l'aide. En réalité, la marche aurait dû demander des droits. Parce qu'elle paie une place au marché qui est censée être protégée et couverte par des assurances. Pire, il ne s'agit pas du seul marché qui a été brûlé. On a eu le marché de Lomé, on a eu le marché de Kara. Dernièrement, on a encore eu le nouveau marché de Kara. Donc c'est quelque chose de redondant. D'où est-ce que ça vient? Que disent les enquêtes? Quand on parle d'enquête, ce qui me gêne au Togo, c'est qu'à chaque fois qu'on parle d'enquête, vous prenez les manifestations, les répressions des manifestations, les problèmes, les litiges qu'il y a eu à l'intérieur du pays, quand on prend les années 2017, les deux militaires qui perdent la vie au niveau de Sokodé, certaines régions de Tchaoudjo, les conflits qu'il y a eu en pays Moba, les problèmes de transhumance que l'on a dans le nord du Togo, et ainsi de suite. À chaque fois qu'un acteur, qui soit de la société civile ou qui soit un acteur politique, réclame un certain nombre d'éclaircissements, le débat est politisé. Alors qu'il ne s'agit pas de débat de politisation du débat. Il s'agit d'archiver des faits de façon à ce que ces faits-là
puisse être, comment dirais-je, étudié scientifiquement afin de pouvoir pallier et prévenir ce qui va arriver prochainement. Donc le problème du Togo, quand on voit ce qui est arrivé au marché, le marché d'Adoual-Ouato, c'est, si vous voulez, un musée à ciel ouvert. C'est un musée à ciel ouvert. C'est ce marché-là qui, tout à l'heure, il y avait Constant qui parlait des sanctions sur 10-15 ans que le Togo a subi. Oui. Le Togo arrive à tenir face aux sanctions parce qu'il y a une économie informelle, dynamique, qui permet aux gens de grappiller un tant soit peu quelques sous. C'est la période, je rappelle aux gens, c'est la période où on mettait sur les boutiques Agbanamlo. On parle de cette période-là. Donc, il y a un rapport d'injustice par rapport à ce qui se passe au marché, c'est-à-dire dans le sens où on a besoin de résoudre le problème du marché pour enrichir et archiver notre histoire. Il y a un problème d'injustice par rapport à tous ceux qui ont vendu dans ce marché-là et, comment dirais-je, qui ont survécu grâce à cela, y compris le peuple togolais. Et puis, il y a un problème qui tient de notre histoire en termes de témoignage, parce que ce marché-là, à la base, est un carrefour. C'est pour ça qu'on a le WAF. Ouais. C'est pour ça qu'on a des chemins de fer. C'est autour de cela. Prenez la carte de Lomé. Vous verrez que les quartiers historiques de Lomé s'organisent autour de ce marché. Donc, il ne s'agit pas d'un marché comme quelconque. Il s'agit d'un marché musée. Alors, madame, on avait vu ces images de ces dames qui pleuraient, ça fait 9 ans, ça faisait très mal, et ça fait toujours mal. Vous pensez qu'un jour, le chef de l'État va pouvoir parler, le gouvernement va pouvoir parler sur les enquêtes qui ont eu lieu? Bon, le jour-là, j'étais au Grand Marché ici. Ah bon? Oui, très tôt le matin, j'étais là pour chercher les pagnes et j'ai vu que ça brûlait. C'était vraiment une désolation. C'était triste. Très triste. On appelle les pompiers. Les sapeurs-pompiers qui étaient arrivés. J'étais là, loin, je regardais la scène et c'était... Bon, et je souhaite à ce que le chef de l'État fasse une lumière sur cette situation. Comme l'a dit tantôt mon frère, et ça renseigne notre histoire. Et puis, bon, ça permettra quand même au cœur qui saigne encore prêtez-moi le mot, de se cicatriser et puis d'indemniser beaucoup de revendeuses, de commerçants qui sont là-dedans. Je connaissais des femmes qui payent les impôts, les taxes et tout. Donc, leur situation aujourd'hui, certains sont décédés, ont eu des crises par rapport à ces incendies-là, pas seulement pour le Grand Marché, mais au nord également. Les mêmes conséquences sont là. Et récemment encore, c'est parce qu'on n'a pas élucidé ce qui s'était passé que bon, à qui le tout. Et puis ça peut continuer. Ah, oui, en une étant donné que je souhaite que le chef de l'État... Je dirais les deux incendies, ce n'est pas quand même un père qui a décidé de brûler une hutte qui contient des serpents, des scorpions et des souris pour s'en débarrasser. Ça, pas du tout. En 1991, lorsque le président Eyadema, paix à son âme, est revenu d'Abuja en juin, il a dit « Seul le travail a permis de construire ce pays à l'étape où il était en 1991. » Et il a profité pour rendre hommage aux Nana Benz du Grand Marché qui lui ont permis de tenir la rencontre des chefs d'État des pays de l'entente au Togo. Parce que l'État n'avait pas les voitures pour accueillir, n'avait pas les villas confortables pour loger les présidents du Conseil de l'entente. Et c'est grâce à ces braves dames qu'il a réussi à le faire. Qu'on dise qu'aujourd'hui, qu'en 2013, ce grand marché soit brûlé. Et la structure dans le nord, la plus grosse pratiquement, soit également brûlée. Et qu'on n'ait pas de nouvelles, eh bien, l'incendie du marché provisoire, du site provisoire de Kara, a interpellé le président de la République et le gouvernement. Et si
Si la lumière n'est pas faite sur ces situations, je ne sais pas si l'incendie du 1er janvier 2022 est d'origine véritable criminelle ou pas, mais ça éveille l'attention que quelles que soient les dispositions qu'on prend aujourd'hui pour reconstruire les marchés, si ces enquêtes ne donnent pas des résultats pour permettre de sécuriser les nouvelles structures, eh bien, nous risquons pire dans l'avenir. C'est ce que nous devons éviter. Il faudrait que les résultats des enquêtes soient publiés, les responsabilités situées, les coupables punis, les victimes dédommagées, ne serait-ce que sur le plan moral, même si on n'a pas suffisamment, on a parlé de 6 milliards. Aujourd'hui, les 6 milliards de 2013 ne sont pas les 6 milliards d'aujourd'hui, mais l'État peut consentir sur les recettes pour venir en aide à ces victimes qui sont formellement identifiées. Ça apaise tout le monde. Merci. Parce que ça a touché bien au-delà de ceux qui vendent au marché, parce que les ventes dans ce marché non seulement alimentent les caisses de l'État par les impôts, mais c'est ça qui permet à ces braves dames, à ces hommes intrépides de s'occuper de leur famille et tout ce que cela comporte comme intérêts économiques et stratégiques, sociaux, économiques, politiques et au-delà. Merci beaucoup à vous. Merci surtout à Madame Adanou Kenyossi. Vous êtes rentrée dans l'histoire, dans les archives de Regard Croisé. Vous êtes sociologue et analyste politique. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On espère que l'expérience sera renouvelée. Merci également Constant Lemou, analyste politique. On est toujours ensemble chaque vendredi par la grâce. Par la grâce de Dieu. Voilà, Oris Donkovi, activiste panafricain. Merci également à vous. Allez, merci à vous tous pour l'attention particulière. Nos programmes se poursuivront.